Bonjour à tous, bienvenue chez les fétiches de guerre. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager cette vidéo qui est très importante. Alors, le livre a été écrit par un monsieur qui s'appelle Joseph Valmore. Il a été publié en 1909. Le titre de l'ouvrage, c'est Les problèmes de la colonisation. Arrivée en France en 2017, vous vous dites amoureuse de la France. Oui. Et ça, malgré le colonialisme de la France dans votre pays d'origine, Oui. malgré le fait que vous soyez une femme noire de surcroît. Oui, malgré tout ça. En réalité, c'est vrai que à cause de la pensée ambiante de maintenant, mon discours, effectivement, il apparaît un peu comme un cheveu, je dirais même une perruque dans la soupe. Mais oui, j'estime que la France mérite d'être aimée. Et ça, quand je le dis, c'est avec toute la conviction. Je vais vous lire un extrait où l'auteur, en 1909, parle de ce genre d'individus dont je vous ai fait une petite sélection. Ils sont des millions en Afrique, ils sont des millions dans la diaspora. L'auteur, en 1909, a déjà anticipé le fait que la colonisation et l'assimilation va produire ce genre d'individus et vous allez découvrir comment il en parle de ces gens-là. On est page 51. Écoutez. Ici, il est question d'assimilation. Écoutez bien ce que Joseph Valmore dit. L'assimilation n'est pas possible parce que les différences entre les milieux constituent des empêchements irréductibles, non soumis à l'influence de nos décrets. L'influence des milieux constitue des empêchements irréductibles, c'est-à-dire l'environnement dans lequel nous vivons, l'environnement culturel, social, moral, traditionnel en Afrique dans lequel nous vivons. Les Français ne peuvent pas sanctionner ces environnements avec leurs lois et leurs décrets. C'est ce que dit l'auteur en 1909. Il rajoute, et elle ne peut produire que des conséquences monstrueuses. L'assimilation ne peut produire que des conséquences monstrueuses. En d'autres termes, toi, le nègre, le noir, la négresse, la noire, qui te prend pour une blanche, qui porte des mèches, qui est capable de te suicider, te prostituer pour un téléphone, voilà, qui jette de l'argent en boîte, qui prend tes photos devant la tour Eiffel. Tu es juste une conséquence monstrueuse de l'assimilation. C'est ce que l'auteur est en train de nous enseigner. Voilà. Toi, le gars qui ne pense qu'aux grosses voitures, tes machins, tes chaussures de marque et tout, tu n'es qu'une conséquence monstrueuse. Voilà. C'est ce que l'auteur en 1909 nous explique avant même ta naissance et même la naissance de tes parents, que tu seras une conséquence monstrueuse. Voilà. Mais il rajoute ceci, écoutez bien. On obtient alors, au point de vue moral, quand on veut faire l'assimilation, on obtient alors, au point de vue moral, des êtres hybrides. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un être hybride pour lui? Écoutez bien. Ils ne sont rien, ces êtres hybrides. Ni blancs, ni noirs, par leur mentalité. Ils sont un mélange désolant de tout ce qu'il y a d'inférieur dans la race conquérante et dans la race conquise. En d'autres termes, Joseph Valmore explique: à toi le noir qui veut passer pour un blanc, qui te prend pour un blanc, qui pense que tu es civilisé, qui regarde ton propre peuple avec du mépris. Joseph Valmore dit que tu es chez les blancs ce qu'on appelle l'excrément de leur société. Tu es l'excrément de la société blanche, auquel on a ajouté l'excrément de la société noire. On a mis les deux ensemble. Et ça, le résultat de cette addition, c'est toi. Bonsoir à tous, bienvenue chez les fétiches de guerre. Alors, on ne peut pas démarrer ce live sans remercier Monsieur Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Africa, Wa Congossa, Wa tout ça. Bon. Parce qu'après tout, il s'offre en sacrifice à l'Afrique. Il sacrifie sa personne à la cause africaine
Et c'est à travers sa très haute analyse que nous allons essayer de nous instruire, nous autres petits cons. Donc, ici, il s'agit d'une vidéo qu'il a postée à propos de... Comment il s'appelle? À propos du président Touadéra. C'est une vidéo qui date de juin 2022. Et c'est un homme qui est intéressant. Moi, personnellement, vous pouvez imaginer ce que je pense de ce genre de bonhomme, mais bon, après, il faut tout pour faire un monde, hein, il faut bien des gens comme moi. Mais en tout cas, je trouve que son verbe est très intéressant et va vous permettre d'apprendre à écouter un homme qui parle. C'est ce qu'on appelle communément l'art de la dialectique. Donc l'objectif du live, ce n'est pas d'être injurieux. L'objectif du live, c'est analyser les propos d'un grand professeur. Un très grand professeur. Vraiment, voilà, presque un incompris. Et de voir en quoi, dans ses propos, cet homme combat pour l'Afrique. Moi, j'ai cherché. Hein. Ça fait 2 ans que je connais l'existence de Franklin Nyamsi, parce qu'avant, moi, je n'étais pas du tout sur les réseaux, les trucs. Mais je n'ai personnellement jamais pu tenir 5 minutes sur ces vidéos. Jamais. Je vous dis ça très amicalement. Hein. C'est-à-dire, tu vois un type qui parle devant 3000 personnes sur YouTube. Tu dis, waouh, mais qu'est-ce qu'il dit? Je me connecte. Putain, 5 minutes, je me casse. Et j'ai réessayé, mais c'est jamais passé. Après, j'ai laissé tomber parce que moi, les trucs qui me paraissent pas cohérents, c'est pas parce qu'il y a 3000 personnes que je vais m'obliger à essayer. Non, que dalle. Moi, bon. Donc, en gros, c'est un peu ça mon aventure avec Franklin Nyamsi. Alors, Franklin Nyamsi, avant de démarrer, on va quand même, parce qu'on ne l'a pas fait les fois précédentes, dire qui est ce bonhomme. Alors, Monsieur Franklin Nyamsi est un philosophe, voilà, qui a travaillé à l'université de Rouen, c'était sa couverture. Il est d'origine camerounaise. Hein. Alors, en 1990, il a le baccalauréat philosophie lettres, mention assez bien, au lycée de Yabassi, au Cameroun. En 1993, il a une licence en philosophie, spécialisation histoire de la philosophie, option économie, mention assez bien. Université de Yaoundé, Cameroun. Ensuite, en 1996, il a une maîtrise d'enseignant en philosophie, mention très bien, Université d'Abidjan, Cocody, Côte d'Ivoire. Thème du mémoire, intersubjectivité et possibilité de la science. Les enjeux épistémo-éthiques de l'altérité chez Edmund Husserl. Bon, il y a un con comme moi, je ne sais pas trop de quoi on parle là, je ne sais pas qui est Edmund Husserl. Bon, ensuite, donc là, il est à Abidjan. Et en 96, c'est intéressant qu'il soit à Abidjan. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, il est étudiant à l'université d'Abidjan-Cocody. Il faut bien entendre ça. Étudiant à l'université d'Abidjan-Cocody. Écoutez bien, la suite. En 97, il fait un DEA en histoire de la philosophie. Mention très bien. Université d'Abidjan-Cocody, Côte d'Ivoire. Thème du DEA, éthique et idéologie chez Husserl, sous la direction du professeur Augustin Dibi Quadio. Bien. En 1997. En 2001, il a à nouveau un DEA en philosophie, mention bien, Université de Poitiers, thème du DEA, la vocation éthique de la philosophie chez Husserl. Bon. Lui, en gros, il ne s'est pas fait chier, d'accord? Il a pris un auteur,
un homme qui s'appelle, bougez pas, hein, il s'appelle comment? Edmund Husserl. Alors, on va aller voir qui c'est Edmund Husserl. Là, je vous fais, c'est de l'improvisation totale. Hein. J'ai, en dehors d'avoir pris son CV, alors c'est Edmund Husserl. Bon, alors, qui c'est Edmund Husserl? Alors, Edmund Husserl est un philosophe et logicien autrichien de naissance, puis prussien, donc allemand, fondateur de la phénoménologie, qui eut une influence majeure sur l'ensemble de la philosophie au XXe siècle. Husserl a étudié les mathématiques avec Karl Weierstrass et Léo Königsberger et la philosophie avec Franz Brentano et Karl Strumpf. Bon, voilà. Bon, Edmund Husserl, allez comprendre. Bon, en tout cas, ce personnage c'est un peu le... Parce qu'un homme qui te fait une maîtrise en philosophie, Edmund Husserl, un DEA en 97 en philosophie, Edmund Husserl. Ensuite, en 2001, il fait à nouveau un DEA, d'accord? Cette fois-ci, on est à Poitiers, d'accord? Sur Edmund Husserl, d'accord? Donc lui, en gros, il s'est pas fait chier. Il a pris un philosophe occidental, c'est pas un crime, hein, par ailleurs. Hein. Il a pris un philosophe occidental et de Cocody à Abidjan en 1996 jusqu'en 2001, voilà, de 96 à 2001, ça veut dire 5 ans. Pendant les 5 années, il va étudier qu'un seul philosophe. Voilà. Et c'est royal. Donc ça veut dire que si jamais Edmund Husserl était juste un con, ce dont évidemment je ne doute pas, mais dans l'hypothèse où Edmund Husserl était un usurpateur qui n'avait rien compris à la philosophie, eh bien, Franklin Oua Cameroun serait un con. Parce que finalement, quand on le réfléchit 2 secondes, quand tu étudies la philosophie, enfin, quel que soit le domaine, bah, tu t'ouvres un peu. Tu peux étudier Platon, ensuite tu passes à Edmund Husserl, ensuite tu passes à, je sais pas, Aristote, j'en sais rien moi. Mais non, lui il a tout fait sur le même mec. Donc intellectuellement, c'est quand même pas hyper malin. Pourquoi? Parce que si jamais l'auteur Edmund Husserl était un imbécile, bon, vous imaginez ce qu'on va hériter en termes de pensée philosophique derrière. Bon bref, c'est juste un petit commentaire personnel. Ensuite, monsieur arrive à Poitiers en 2001. D'accord? Alors, c'est important son passage en Côte d'Ivoire, pourquoi? Mais on va continuer d'abord ses études. Diplôme d'études supérieures, DESS et médiation dans les organisations. Il a eu un DESS en médiation dans les organisations. Mention très bien, Université de Poitiers, thème du DSS, les ressources médiationnelles du concept de justice chez Dworkin, sous la direction de, bon, ok, formation, bon, ok. 2003, agrégation externe de philosophie, Académie de Poitiers, ok. 2010, doctorat en philosophie de l'Université Charles de Gaulle Lille 3, mention très honorable. Thème de la thèse, phénoménologie et éthique. Alors, phénoménologie, je ne sais pas ce que c'est, on va aller voir. On va aller voir. Alors, phénoménologie est un courant de pensée du XXe siècle fondé par Edmund Husserl. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh putain. Oh putain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Alors, non, vous n'êtes pas censé... Oui, ici, je pourrais vous montrer ce que je lis. Bougez pas. Je vais vous montrer ce que je lis. C'est hallucinant. Je suis un peu choqué parce que, en fait, vous voyez, le hasard quand même est dingue. Hein. Alors, la phénoménologie, c'est là. Hein, je vous montre pour ceux qui sont sur YouTube. Voilà. La phénoménologie est un courant de pensée du XXe siècle fondé par Edmund Husserl dans l'optique de faire de la philosophie une discipline scientifique. Elle tire son nom de sa démarche
qui est d'appréhender la réalité telle qu'elle se donne à travers des phénomènes. D'accord. La phénoménologie est un courant de pensée du XXe siècle fondé par Edmund Husserl dans l'optique de faire de la philosophie une discipline scientifique. Elle tire son nom de sa démarche qui est d'appréhender la réalité telle qu'elle se donne à travers ces phénomènes. C'est l'étude des phénomènes en, comment on appelle ça? C'est l'étude des phénomènes, d'accord, en philosophie, c'est tout. Voilà. Ça s'appelle la phénoménologie, phénoménologie. Voilà. C'est l'étude des phénomènes en psychologie. Et évidemment, ceci est inventé par Edmund Husserl, d'accord? Puis en 2011, il a qualification aux fonctions de maître de conférence, Conseil national des universités françaises, section 17, philosophie, etc. Bien. Donc, nous avons là un philosophe qui a fait de 1996 à 2010, d'accord, toutes ses études philosophiques et ses thèses sur un seul homme du XXe siècle qui s'appelle Edmund Husserl. De 1996 à 2010. Ça veut dire que pendant 14 ans, cet homme n'a étudié qu'un seul homme. Edmund Husserl. Il ne s'est pas emmerdé du tout. C'est incroyable. Moi, je sais pas, moi, merde. Comment vous expliquer que c'est pas normal, ça? C'est comme si tu fais des mathématiques et toi, ta spécialité, c'est l'algèbre. C'est que l'algèbre. Hein. Tu as fait toute ta carrière sur l'algèbre. Voilà. Par exemple, tu es boulanger. Toi, tu ne fais que les croissants. Vous voyez? Voilà. Les histoires de flan, de pain tradition, de... Non, de baguette, non. Toi, c'est croissant. Voilà. C'est la carrière académique du très grand professeur Franklin Niamsi. Voilà. Donc, nous allons démarrer. Mais par ailleurs, alors, pourquoi son passage entre 1996 et 2001 en Côte d'Ivoire est important? Parce que Laurent Gbagbo a été son mentor. Eh oui. Laurent Gbagbo, je l'ai appris lors c'était comment on appelle ça? Une interview qu'il donne à un journaliste ivoirien, dans lequel il reconnaît que Laurent Gbagbo était son mentor. J'en croyais pas mes oreilles. Parce que c'est le même homme qui va déclarer dans la presse que la place de Laurent Gbagbo, c'est en prison à La Haye. C'est le même homme qui a soutenu Alassane Dramane Ouattara lorsque la France a fait le coup d'État en Côte d'Ivoire. Il a soutenu le candidat dont Nicolas Sarkozy, président de la République, et Alain Juppé, son Premier ministre, ont indiqué dans les médias ici en France qu'ils ont écarté Laurent Gbagbo pour installer Alassane Dramane Ouattara. Et curieusement, à la même époque, Niamsi avait trahi Laurent Gbagbo pour s'acoquiner à Guillaume Soro et soutenir le candidat de la France. Hein? Bon, ce n'est qu'un hasard de l'histoire, hein, parce qu'on est censé l'avaler comme ça. Bien. En tout cas, moi, je n'aime pas les hasards. Vous voyez, je déteste ça. Et nous, ce soir, nous allons entendre, vous allez franchement, alors, l'objectif, c'est pas de détruire l'objectif, ce n'est pas de détruire Franklin Kongosa Niamsi. Non, moi, je l'aime pas du tout. C'est... moi, j'aime pas ce genre de type. C'est physique, voilà. Hein. Et il sait qu'on existe, hein. Il connaît les fétiches de guerre, il recommande à ses ouailles de venir voir nos lives, donc il sait qui nous sommes et qui je suis. Voilà. Jamais avoir rencontré ce genre de bonhomme de ma vie, vraiment, je vous assure.
Mais après, par ailleurs, c'est qu'un jugement qui est très personnel. Hein. Chacun son délire, ça, c'est pas le mien. Maintenant, non, oui, c'est un crime scientifique. En fait, je veux dire, est-ce un crime scientifiquement d'être spécialisé d'un auteur, soyez objectif et non subjectif? Oui, c'est un crime. Je regrette. Je regrette. Quand tu fais de la philosophie, pour moi, ça s'appelle une escroquerie intellectuelle. Oui, c'est une escroquerie intellectuelle. Tu ne peux pas avoir fait toutes tes thèses, tous tes DEA, tous tes machins sur un seul auteur. Je suis désolé. Rien que ça décrédibilise totalement en tout cas, à mes yeux. Après, encore une fois, je ne suis pas ici pour vous dire ce que vous devez valider. D'accord? Chacun valide ce qu'il veut. Moi, mon petit niveau d'exigence, voyez, m'interdit d'avaler ce que je viens de lire. Un type qui fait 14 ans de son parcours académique sur un seul auteur, un seul, du XXe siècle. D'accord? Tu as des philosophes qui ont fait des thèses sur Platon, sur machin, sur truc, sur... Lui, c'est le même. Pendant 14 ans. Je suis désolé. Et c'est la première fois de ma vie que j'entends parler de Edmund Husserl. Je suis désolé. Voilà. Bon, après, chacun a le niveau d'exigence qu'il veut. Encore une fois, chacun a le niveau d'exigence qu'il veut. Chacun a le niveau d'exigence qu'il veut. Point barre. Moi, j'appelle ça, à titre personnel, une imposture. Pour moi, sur le plan académique, c'est une imposture. Je veux dire, un philosophe qui est carré, d'accord? Bon, je suppose qu'il a étudié d'autres, du moins je l'espère, évidemment, mais se spécialiser que sur un seul, non. Après, chacun son délire. Bien. Je ne vais pas... Alors, si je pourrais vous lire, par exemple, avant de démarrer ce live, je vais vous lire, alors... Alors, on va lire d'abord le texte sur les 10 stratégies de manipulation des masses. Je suis désolé pour les fétiches de guerre anciens, mais comme il y a beaucoup de gens nouveaux sur nos lives, il va falloir qu'on fasse un peu de réchauffer pour nous assurer que tout le monde est parfaitement à jour. Bien. Donc, les 10 techniques de manipulation des masses, c'est la 30e fois qu'on lit ça. Les frères sur TikTok, les sœurs, là, vous avez intérêt à bien écouter ce que je vous dis, ce que je vais dire là. Et quand vous avez une personne qui parle en public, vérifiez qu'il n'utilise pas cette technique-là sur vous. Très important. La première technique de manipulation des masses, donc ça, c'est rédigé par un homme abominable et affreux qui s'appelle Noam Chomsky. D'accord? Ce sont des techniques qui sont utilisées par les hommes politiques, dans les publicités, par les conférenciers, par tous ceux qui prennent la parole en public, comment les religieux utilisent ces techniques-là, etc. Donc, nous démarrons. La première stratégie, quand on veut manipuler les masses, c'est la distraction. C'est te faire regarder éviter que tu regardes là où c'est important de regarder. C'est-à-dire t'emmener à regarder ailleurs. D'accord? C'est-à-dire, c'est vraiment la distraction. Donc, voilà ce qu'on dit. 1. La stratégie de la distraction. Je cite, élément primordial du contrôle social. La stratégie de la diversion consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques, grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. Nous allons vérifier ce soir si Franklin Nyamsi nous fait de la distraction un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles dans le domaine de la science, de l'économie, de la psychologie, de la neurobiologie, de la cybernétique. Garder l'attention du public distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivé par des sujets sans importance réelle. Garder le public occupé, sans aucun temps pour penser, de retour à la ferme avec les autres animaux. Voilà, stratégie de la diversion ou de la distraction. Point numéro 2.
créer des problèmes puis offrir des solutions. Cette méthode est aussi appelée problème, réaction, solution. On crée d'abord soi-même le problème, une situation, prévue pour susciter une certaine émotion, une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Voilà. Par exemple, laisser se développer la violence urbaine ou organiser des attentats sanglants, c'est dans le texte, afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. Ou encore, créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics. Voilà. Vous voyez, ça, c'est le point numéro 2. Oui, parce que l'ignorance des Africains, c'est de penser que tout le monde est aussi naïf que vous. Non, non, pas les autres. Les autres vous ont étudié, préparé, mis à feu doux, tout. Et en réalité, pendant que vous croyez, oh putain, merde, c'est pas de chance. Ah non, non, c'était prévu. Non, non, la chance n'a rien à voir là-dedans. Ah non, non, putain, vraiment, Seigneur, le malheur là. Non, le malheur là, c'est les gars à côté de toi qui l'ont fabriqué. Voilà. Toi, t'es comme un con. On te met à feu doux là. Voilà. On te retourne quand tu es prêt, comme une crêpe. Tchac, tchac, voilà. Hein? Point numéro 3, la stratégie de la dégradation. Pour faire accepter une situation inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement, en dégradé, sur une durée de 10 ans, par exemple. C'est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles, néolibéralisme, ont été imposées durant les années 80 à 90. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisation, salaire n'assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une révolution si elles avaient été appliquées brutalement. Voilà. C'est-à-dire, on te l'a fait en douceur, voilà, sur 10 ans, tranquille, voilà. Hein? Hein? Faut... voilà. Ensuite, vous allez aller dérouler les tapis devant Allah, devant Jésus-Christ, prier pour que Dieu... Non, alors qu'en fait, on vous a installé volontairement dans la seringue et hop, vous allez dégager. Voilà. Pendant ce temps-là, c'est-à-dire que le monde est divisé en deux catégories. Les croyants, enfin, j'allais dire les sodomisés, d'accord, et les gars qui préparent tout d'avance. Voilà. Et quand les sodomisés se font prendre, ils disent que heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux. La blague. Les mecs ont tout préparé. Voilà. Les mecs ont déjà tout préparé. Vous voyez, regardez. Je lis, hein. C'est pas de ma tête tout ça. Je suis pas assez. Non, non, je suis en train de lire. Bien. La stratégie du différé. Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de présenter comme douloureuse mais nécessaire. Eh oui, en obtenant l'accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. Bah oui, hein. D'abord parce que l'effort n'est pas à fournir tout de suite. Bah ouais, hein. Ensuite, parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que tout ira mieux demain. Hein? Et que le sacrifice demandé pourra être évité. Jamais. Enfin, cela laisse du temps au public pour s'habituer à l'idée du changement et l'accepter avec résignation lorsque le moment sera venu. Il faudra prier beaucoup. Ouais. Le Seigneur. D'accord ? Ensuite, stratégie numéro 5. Ah, celle-là, elle me fait marrer. Putain, celle-là, elle me fait marrer. Et vous tombez dans le panneau à chaque fois. Regardez, écoutez bien. Alors, s'adresser au public comme à des enfants en bas âge. Eh oui, la plupart des publicités destinées au grand public utilisent un discours, des arguments, des personnages et un ton particulièrement infantilisant, souvent proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant en bas âge ou un handicapé mental. Nous allons voir si Franklin Nyamsi nous prend pour des handicapés mentaux. Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi ? Si on s'adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine probabilité, une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celle d'une personne de 12 ans. On assassine votre sens critique. Eh oui. Voilà. Ensuite, point numéro 6, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. D'ailleurs, c'est pas fini.